Le face-à-face. Et aujourd'hui, dans son face-à-face, André Berkoff reçoit Marie-Pierre Porchy, magistrate et auteure de Consentement, les vérités d'une magistrate. Et c'est aux éditions Mareuil. Bonjour Marie-Pierre Porchy. Bonjour. Alors, votre livre, très intéressant, fourmillant d'informations, et puis évidemment, on ne peut pas vous dire que vous êtes étrangère à ces informations-là. Je rappelle quand même, vous êtes magistrate honoraire, vous avez été juge des enfants, magistrat du parquet, juge d'instruction, substitut du procureur de la République, vice-président du tribunal judiciaire de Lyon, et à ce titre, juge des libertés et de la détention. On va en parler aussi. C'est très intéressant. Et vous avez reçu, sur votre livre sur l'inceste, oui. Vous avez travaillé au changement de la loi sur l'inceste 2021, on le rappelle. Alors, justement, aujourd'hui sont tombées les réquisitions du parquet sur le fameux viol de Mazan, où un homme livrait sa femme à une cinquantaine d'inconnus, qui filmaient, etc. Et est arrivé tout de suite, par hasard, c'est le titre de votre livre, consentement ou non consentement, et la plupart, sinon la totalité, quand même 50 personnes, disaient oui, mais on pensait qu'elle était consentante, nous on ne savait pas, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors peut-être préciser d'abord que je ne suis pas du tout associée à ce dossier, puisque je suis complètement extérieure, comme vous, comme tout le monde. On lit les comptes rendus et éventuellement on assiste à l'audience. Vous avez quelques lumières voilà. Que je n'ai pas là-dessus. Alors ce qui est très intéressant déjà, c'est de dire que le président de l'audience a souvent demandé « Est-ce que vous pensez qu'elle était consentante ?» Et ce terme est très intéressant parce qu'il n'est pas dans la loi. Donc, est-ce que ça marche ? Il n'est pas dans la loi. Il n'est pas dans la loi. Non, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais comme il n'est pas dans la loi, c'est quand même intéressant de voir qu'un président pose cette question-là. Est-ce que c'est déjà quelque chose qui annonce la réforme qui probablement se fera de ce point de vue-là ? Donc ça, c'est un premier point. Et puis le procureur général, qui a déjà requis un peu, pas contre tout le monde, mais contre certains. Ah oui, des années de prison. Il demande des années de prison. Oui. Alors bon, on n'est pas à parler du quantum de la peine, parce que c'est pas vraiment ce qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait une analyse de la loi vraiment intéressante. Et il a quand même précisé quelque chose de fondamental, que je répète d'ailleurs moi aussi souvent, que ce soit pour monsieur l'époux ou pour les autres hommes, de dire que ça sera toujours une infraction intentionnelle. Alors, une infraction intentionnelle, c'est pas est-ce que j'avais l'intention de le faire quand je suis venu, parce que ça s'appelle la préméditation. Ouais. Le procureur général dit bien d'ailleurs que pour l'époux, il y avait la préméditation. C'est clair. Que pour les autres, certainement non, mais que l'intention est quand même quelque chose qui constitue ou non l'infraction. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est à la lumière de ce point de droit essentiel que la chambre criminelle va se décider quant aux condamnations ou aux non-condamnations. D'accord. Puisque ce n'est pas jugé encore. Vous voulez dire l'intention est un délit ? Bien sûr. Alors, c'est pas un délit, c'est un élément constitutif de toute infraction, enfin oui, quasiment toute infraction. En tout cas, celles qui sont visées dans cette affaire-là, viol, en réunion avec l'administration de médicaments, évidemment, il faut l'intention. L'intention, c'est quelque chose d'indispensable. Donc, c'est à cette lumière-là qu'il va falloir de toute façon voir tous les éléments. Et même si on fait une réforme de la loi, il faut bien le dire, ça restera une infraction intentionnelle. Oui, donc, c'est pas parce qu'on mettra le terme consentement dans la loi ou non-consentement qu'on se dispensera de prouver l'intention de celui à qui on reproche l'infraction. Mais attendez, on va pas passer l'émission là-dessus, mais quand même, si, et évidemment, c'est plus que répréhensible, mais restons dans la loi, puisque, effectivement, c'est ce que vous avez toujours défendu de toute vie professionnelle. Si un mari comme ce mari est venu dire « Oui, regardez, ma femme, elle est là, elle est consentante, il n'y a pas de problème, venez, bon. » Et là, on peut dire, ça se passe en adulte consentant. Si la personne ne sait pas, je ne dis pas que c'est bien, hein, loin de là, mais si la personne ne sait pas et que ce type, enfin, appelons-le, ce mari-là, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, peu importe, dit « Écoutez, voilà, venez vous occuper de ma femme. » Est-ce que le consentement ne peut pas, là, jouer un rôle dans la loi ? Vous dites non, il ne pourra pas empêcher l'intentionnalité. Mais l'intentionnalité, si c'est entre adultes consentants. Voilà, si c'est entre adultes consentants, il n'y a aucun problème. Oui. Voilà. Non, mais si la personne qui venait pensait qu'elle était consentante.
C'est toute la question qui va être posée à la chambre, chambre, à la décision. Enfin, c'est ceux qui prendront la décision. C'est évident qu'on on va se poser la question, est-ce que, au regard de l'ensemble des éléments, on regarde toujours, c'est un effet de perspective, il y a beaucoup d'éléments dans un dossier. Et puis en plus, on a quelque chose d'unique dans cette affaire, c'est qu'on a la preuve. On a des images, ça arrive jamais, ça. Donc là, on n'a qu'à regarder les vidéos images, et on voit effectivement s'il est crédible, qu'il puisse ne pas y avoir d'intention. Je crois qu'à ce niveau-là, les juges vont devoir analyser ces éléments qui poseront peut-être question pour certains. Mais c'est vrai qu'on se pose la question, on se dit quand même que pour la majorité d'entre eux, ça va être difficile de convaincre les juges. Qu'elle était absolument sans m'avancer à titre personnel. Alors, revenons effectivement à votre livre, vous parlez un peu de tout cela, effectivement, des évolutions de la loi par rapport au harcèlement, par rapport à la violence, par rapport au viol, par rapport à la pédocriminalité, etc. Et vous parlez beaucoup, je dis ça parce que vous parlez beaucoup de la loi du 21 avril 2021. Qui a changé beaucoup de choses. Oui. Je voudrais qu'on en parle. Alors simplement, pour être bref, parce que c'est vrai que c'est un petit peu long, tout l'historique, avant cette loi de 2021, en ce qui concerne les enfants, eh bien, il fallait toujours prouver qu'il y avait soit violence, contrainte, menace ou surprise, les mêmes éléments de l'infraction que pour les majeurs. La loi de 2021 a enfin posé les interdits qui étaient nécessaires. Interdit d'une relation sexuelle entre un adulte et un enfant de moins de 15 ans, un jeune de moins de 15 ans, ou 18 ans pour l'inceste. Donc ça a été une loi absolument fondamentale parce qu'elle a déculpabilisé les enfants qui s'entendaient dire parfois qu'ils n'étaient pas contraints, qu'ils étaient donc consentants. On retrouve toujours ce terme. Et puis, elle a finalement clarifié les choses aussi par rapport aux auteurs qui, la plupart du temps devant le tribunal, quand ils ne niaient pas les faits, disaient « mais l'enfant était d'accord ». Voilà. Donc ça, c'est évacué grâce à cette loi de 2021. Pour les majeurs, c'est très différent puisqu'on se réfère toujours à ces éléments de violence, contrainte, menace ou surprise. Probablement, parce que la question est de savoir si on va ajouter la question du non-consentement. Et là, moi, j'ai une position très personnelle, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est juste un principe de droit, c'est qu'en principe, il faut se référer au moment de la relation sexuelle. Et au moment de la relation sexuelle, il y a énormément de femmes qui ne disent pas non, voire même qui ont un consentement qui n'est pas vraiment libre. C'est le cas des femmes qui sont victimes de violences et qui, pour mettre fin aux violences, acceptent une relation sexuelle pour calmer monsieur. C'est le cas de ces très jeunes filles qui vont dans les parkings faire des gestes sexuels et qui sont quelquefois des viols, mais dont on n'a pas conscience immédiatement que ce sont des viols. Il va falloir faire un parcours de prise de conscience pour savoir que ce sont des viols. Et pourtant, ce sont des viols gravissimes. Donc, moi, je dis que dans la loi, ce qu'il faut changer, c'est qu'il faut viser le contexte. Le contexte oblige à se référer à qu'est-ce qui se passe un peu avant les faits. Quand une femme est sous contrôle coercitif d'un homme depuis des mois, voire des années, souvent, elle accepte des relations sexuelles, alors même que ce sont des viols. Mais elle n'en prend conscience que plus tard. Mais elle les accepte, vous voulez dire quelque part, quand même contrainte et forcée, même, enfin, je veux dire, moralement et autres. Alors, vous savez, dans le consentement, ça va de l'adhésion pleine et entière, ça passe par l'acceptation, ensuite on subit. Vous voyez, il y a tout un tas de gradations. Et moi, je trouve qu'on gagnerait en France à s'inspirer un tout petit peu de la Suède, qui a prévu une qualification qui n'existe pas chez nous, à savoir le viol par négligence. Alors ça peut être choquant, ce terme-là. Oui, c'est quoi le viol par négligence? Si vous voulez, dans la gradation, je trouve que c'est intéressant qu'il puisse y avoir une gradation dans l'intentionnalité. Quelle est l'intention quand on force un peu une fille? On peut juste essayer de la convaincre. On peut, et puis dans la gradation, on peut aller jusqu'au viol, qui est vraiment forcer quelqu'un avec violence, contrainte, menace ou surprise, parce que ça doit rester, ça, évidemment. Mais dans cette gradation, on pourra ne pas surcharger les tribunaux qui sont aujourd'hui totalement débordés et qui ne pourraient pas assumer. Ils ne pourraient pas assumer une réforme où d'un seul coup on mettrait juste le consentement dans la loi, parce que ça ferait un afflux de dossiers inassumables sur le plan judiciaire. En revanche, on pourrait introduire la justice restaurative, qui est une procédure extrêmement intéressante,
qui existe chez les anglo-saxons et très peu chez nous. Il faudrait la développer. Alors, on en reparlera, mais il y a beaucoup de questions que justement j'ai à vous poser, parce que il y a toute cette ambiguïté aussi qui est là et qui a été cultivée notamment après les affaires Weinstein, MeToo et compagnie. On va en parler. Justement du consentement, parce que c'est le centre de votre livre et c'est vraiment le sujet. Après cette petite pause, à tout de suite. Et si vous avez une question ou si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Consentement, les vérités d'une magistrate. Marie-Pierre Porchy est avec nous. Le livre vient de paraître aux éditions Mareuil. Lisez-le, c'est vraiment très intéressant. Ce sont des questions qui concernent tout le monde. Et que dit la loi? Et on sait aussi que la loi, on peut la changer. Attention, ne l'oublions jamais. Et quelquefois, on doit changer, ça fait partie de l'histoire. Mais justement, je voulais... rentrons Marie-Pierre Porchy dans ce contexte, par exemple, les après, vous savez, Weinstein, le célèbre producteur de Miramax, il y a eu une affaire, il a été en prison, je crois qu'il est toujours en prison d'ailleurs, il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu effectivement tous ces mouvements qui sont nés à ce moment-là, avec des actrices qui se sont exprimées, avec tout ce qui s'est passé dans la remise des Oscars et même des Césars. Au fond, moi, la question que je me pose, encore une fois, c'est qu'autant le viol est quelque chose d'ignoble, d'innommable, il faut le dire, enfin, c'est quelque chose de lamentable, autant, effectivement, quand je vois, et je ne nommerai pas de nom, on n'est pas là pour faire des procès, ni des dénonciations, mais quand je vois telle ou telle actrice qui s'est affichée pendant des années, avec tel ou tel producteur, des années, je dis bien pas des mois, mais des années, ou avec tel ou tel réalisateur. Quand je vois aussi, pour être plus proche, plus précis, quand je vois qu'un producteur disait, écoutez, on prendrait bien un verre, et que ce verre, il peut être pris au bar de l'hôtel, et quand il lui demande de monter dans la chambre, elle peut toujours dire en principe. Je dis, en principe, non, on prend un verre au bar, mais je ne monte pas dans votre chambre. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une ambiguïté par rapport justement à l'écosystème qui paraît entre consentement ou non consentement, au moins des questions à se poser? Bien sûr. Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, bon, la loi américaine, je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce que c'est pas tout à fait la même chose que chez nous. Non. Mais c'est vrai que si on changeait la loi et qu'on étudie le contexte, ça serait vraiment important, parce que on pourrait voir qu'effectivement, une femme majeure qui accepte peut-être ce qui ne devrait pas être accepté, en tout cas dans le cadre d'une relation sexuelle qui n'est pas souhaitée par cette femme, eh bien, on pourrait voir quel âge elle a. Hein, quand vous avez une très quand jeune... elle est majeure, elle est Quand majeure. elle est majeure, elle est majeure. Ouais. Quand elle est très jeune, quand elle Ouais. a 13-14 ans, le contexte fait que... Hein, Bien sûr. effectivement, on a des exemples, on va pas dire de nom, mais il y a énormément de très jeunes actrices qui auraient d'ailleurs dû être protégées par leurs parents, surtout à cette époque-là, qui ne l'ont pas été, et qui à 13-14 ans Quelquefois, pardon, c'est leurs parents eux-mêmes qui amenaient, je ne dis pas pour cela, mais qui amenaient la fille. Tout à fait. Voilà. Ça, je suis d'accord avec vous que c'était Ouais. pas admissible de la part de certains parents. Mais en tout cas, de très jeunes actrices qui, dans ce contexte-là, ne pouvaient pas avoir un consentement libre. Nous sommes d'accord. L'idée du consentement libre, c'est vraiment important Bien sûr. pour pouvoir dire, bah non, c'est pas des choses qu'on vit à notre âge. Voilà. Bien sûr. Donc je suis assez d'accord avec vous sur le fond, encore que si on fait une réforme et qu'on s'inspire de la loi canadienne ou suédoise, on regarde quand même les éléments au moment des faits et qu'il faut s'assurer sans cesse que le consentement est là. 1 heure avant, 1 heure après, et dans 2 heures, etc. Ce sont les lois étrangères. Moi, je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant d'utiliser le contexte en général, parce que Sur la durée. vous sur voulez la dire. durée, Sur la voilà, durée, ouais. sur la durée, parce que ça, je pense que ça éviterait peut-être ces très nombreux classements sans suite du procureur de la République, sachant que si on met juste le terme consentement dans la loi et qu'on se limite à ça et qu'on voit s'il y a le consentement au moment des faits, je peux vous affirmer quelque chose, c'est que les classements sans suite des procureurs de la République, qui sont à plus de 90%, ne changeront pas. Il y en aura toujours autant. Parce qu'il Pourquoi y aura toujours ce doute.
Oui. sur est-ce qu'il y avait le consentement au moment des faits. Oui, l'un dira il y avait consentement, l'autre Voilà, pas du tout. la parole contre parole. ouais. Exactement, si on n'a pas d'autres éléments que ça. Oui, mais alors justement, parlons de ça, parce que vous savez très bien, pour continuer là-dessus, qu'il y a un certain nombre d'actrices, pour ne parler que d'elles, mais pas seulement ça. Il y a eu d'autres femmes qui ont dit, attendez, ce n'est pas parce qu'on me regarde et on me siffle qu'on me viole. Il y a eu Catherine Deneuve et autres, pour ne pas citer son nom, qui a fait une pétition avec d'autres femmes, d'autres artistes là-dessus. Mais je reviens à ça, parce qu'il y a eu plusieurs actrices qui se sont fait les porte-paroles, qui sont devenues vraiment les oriflammes, les militantes de tout cela. Et encore une fois, autant je trouve que l'on sanctionne extrêmement durement les gens, que ce soit hommes ou femmes, enfin c'est beaucoup plus d'hommes que de femmes, qui se livrent à des violences sexuelles ou autres, autant je suis quelquefois un peu gêné par justement le problème, c'est que on a été pendant des années, encore une fois, avec tel ou tel, et est-ce que quand ça dure des années, alors je ne parle pas évidemment des couples, vous en parlez dans votre livre, et vous avez des expériences vous-même, enfin, au foyer, quelquefois des femmes, je dirais presque torturées pendant des années, maltraitées, etc., qui acceptent, et justement, juste un mot, et qui, elles, ne disent rien par rapport aux actrices, par rapport aux gens célèbres, qui, eux, parlent tout le temps. Et là, vous avez des femmes beaucoup plus maltraitées qui ne disent rien. Absolument. Et ça milite complètement en faveur de l'étude du contexte, qui pourrait figurer dans la loi, parce qu'effectivement, une femme qui, pendant des années, est sous contrôle, sous emprise d'un homme violent, qu'il faut sans arrêt accepter dans tout ce qu'il demande, y compris les actes sexuels, je pense qu'on pourrait retenir les viols. Alors, heureusement, maintenant, la prescription de l'action publique a changé dans sa durée et on peut déposer plainte pendant assez longtemps. Mais ça n'empêche que l'étude du consentement, elle doit se faire au moment des faits actuellement dans la loi. Et ça, c'est quand même, à mon avis, un problème. Et que actuellement, on dise simplement, il va falloir mettre juste le consentement dans la loi, mais c'est très insuffisant. Je pense qu'on se trompe à ne réclamer que cela. Et qu'il faudrait, à mon avis, aller beaucoup plus loin par l'étude du contexte. Alors, Marie-Pierre Porchy, vous avez parlé des prescriptions. Oui. Est-ce que vous, alors j'ai une question très simple à vous poser, est-ce qu'en matière de viol, en matière de violence, en matière de tabassage, est-ce qu'il ne devrait pas supprimer la prescription ? Alors, en matière de tout, parce que, voilà, oui, en matière de tout. Pourquoi prescription ? Pourquoi il y a prescription ? Alors, ce qui est complètement anormal actuellement, c'est que vous êtes violé pendant l'enfance, vous pouvez déposer plainte pendant 30 ans après votre majorité. Et si quelqu'un de votre famille est décédé, c'est simplement 10 ans après les faits. Donc c'est tout à fait déséquilibré. Donc je ne dis pas du tout qu'il faut réduire le délai de prescription pour les abus sexuels pendant l'enfance. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il faut rétablir l'équilibre. Et actuellement, je pense qu'il y a une vraie... je pense qu'il pourrait y avoir une vraie réflexion. Est-ce que ça vaut encore le coup de mettre la prescription de l'action publique ? Vous partez... vraie question. Vous commettez un braquage, vous partez en Amérique du Sud, vous revenez 10 ans et un jour après, c'est bon, il n'y a plus rien. Donc actuellement, je pense qu'on pourrait vraiment revoir cette situation. Surtout qu'en plus, vous avez entendu parler du pôle de Nanterre, avec les cold cases, on met en lumière des affaires qui ont été clôturées il y a très très longtemps, qui sont même prescrites. Et on trouve les auteurs grâce à tous les progrès scientifiques. Oui, l'ADN, etc. Donc, si vous voulez, ça a plus de sens que de dire monsieur, on a votre ADN, on sait que vous avez fait tel fait criminel il y a 20 ans ou 30 ans, mais on peut plus vous les reprocher parce que c'est prescrit. Je trouve que ça, c'est très choquant. Et si vous interrogez les gens, ils trouvent tous ça très choquant. C'est vraiment quelque chose qui doit être modifié. Et voilà, on trouve ça très choquant, je vais vous dire, parce que je ne dis pas que ça arrêterait ou pas, j'en sais rien. On parlait de la peine de mort, mais là, ça n'a rien à voir. La prescription, si quelqu'un sait qu'il n'y aura pas de prescription, peut-être que ça, il hésitera avant de commettre. Bon, ça, c'est un autre problème, la peine de mort, parce qu'on a souvent dit, avant de la supprimer en France, que ça ne faisait pas évoluer les statistiques et qu'il y avait tout autant de crimes avant ou après. Mais bon, ça, c'est un autre débat sur lequel je ne m'étendrai pas. La prescription, effectivement, en tout cas, vraiment, c'est quelque chose qui doit être posé, parce que ça suffit quand même. Si vous voulez, en 2 mots, après, on va avant la petite pause.
moi, je suis toujours étonné en tant que citoyen, etc., que des gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait, qui vaquent à leurs occupations, qui n'ont jamais touché personne, se font, eux, pour un regard, pour une montre, pour une cigarette, se font tabasser, violer. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais voilà, bon. Et je vais parler des juges de liberté de la détention. Ça, ce sera juste après cette petite pause. À tout de suite. Et vous pouvez nous appeler pour une question ou pour une réaction au 826 300 300. Aujourd'hui, André Berkoff reçoit dans son face-à-face la magistrate Marie-Pierre Porchy. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et avec Marie-Pierre Porchy, magistrate, consentement au pluriel bien sûr, parce qu'il y a consentement et consentement. On va reparler sur cette loi si on introduit le mot consentement, et auparavant, parce que vous en parlez dans votre livre, il y a deux exemples dont je voudrais qu'on reparle, parce que ça avait choqué l'opinion, surtout, c'est Outreau. C'est le procès d'Outreau, avec effectivement la pédocriminalité, les enfants, la parole des enfants, justement, mise en question. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous en parlez, mais... Alors évidemment, je n'ai pas assisté à ce procès, mais j'ai vu un film qui a été fait par Serge Garde, qui à l'époque c'était l'autre Outreau. Donc c'était intéressant de voir que les enfants ont été mis dans le box des accusés. Il y a eu tous ensemble, mais en face des avocats qui défendaient les prévenus. Donc, dans ce procès, moi, je pense qu'on a maltraité la parole des enfants, et que quand on maltraite la parole des enfants, ça n'aboutit jamais à quelque chose d'intéressant. Après, bon, la décision a été d'acquitter un certain nombre de personnes qui étaient accusées. Donc, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Quand il y a le doute, le principe en France, c'est que quand il y a le doute, on ne condamne pas. Voilà, il ne faut pas la certitude c'est pas une certitude qui nous est nécessaire, c'est simplement un doute qui est pas trop important, et à ce moment-là on acquitte. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Je pense que Outreau n'a pas du tout été maltraité dans le cadre de l'instruction. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le juge d'instruction n'a pas du tout été sanctionné. Il a très bien fait son boulot. C'est en tout cas ce qui a été décidé. Moi, c'est pas un jugement de valeur que je donne là. Il n'a pas été sanctionné. Il a très bien fait son travail. Mais au niveau des décisions de la cour d'assises, la parole des enfants a été très très maltraitée. Oui, et puis on peut quand même rappeler un certain avocat qui pendant 7 heures a interrogé une petite enfant qui, pardon de le dire, s'est pissé dessus. Petit enfant, il l'a interrogé en l'engueulant, en hurlant. Cet avocat, on peut le dire, est devenu ministre de la Justice, s'appelle Éric Dupond-Moretti. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai rien à dire, mais c'est vrai que c'est très... Le président d'une cour d'assises est là aussi pour faire en sorte que les débats protègent la parole des enfants. On n'a pas le droit de laisser un avocat maltraiter un enfant à l'audience. Voilà, c'est un peu moi, je dirais que ça a été une maltraitance. La défaillance du président de l'audience. Alors, je ne sais pas si on peut dire le terme maltraitance, mais en tout cas, ça aurait pu être un peu différent. Et sans doute, peut-être, pas certain, mais la décision a été peut-être différente. Et vous parlez aussi, alors je conduis dans votre livre de la patineuse, en parle longuement de Sarah Abitbol, la patineuse qui avait été effectivement violentée par son coach, par son entraîneur, et qui n'a pas porté plainte parce qu'elle savait, on ne va pas revenir sur la prescription, on en a bien parlé, vous en avez bien parlé, mais et là encore, simplement, le silence. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le silence, enfin, vous avez entendu dans vos années de magistrature, le silence, la honte, un certain Kevin qui dit « je voudrais parler qu'à la juge ». Il a 14 ans. Racontez-nous cela, parce que c'est très fort dans votre livre. Alors, c'est vrai que pour Sarah Abitbol, il y a le problème de la prescription. Alors, elle n'a pas été violentée, elle a été violée. Les violences, c'est un peu différent. Effectivement, ça s'appelle probablement des viols, encore que c'est difficile de le savoir puisqu'elle n'a pas déposé plainte, mais qu'elle a parlé de son histoire, et que s'il n'y avait pas eu cette affaire de prescription, peut-être, son entraîneur, qui d'ailleurs avait commis les mêmes faits sur d'autres patineuses, aurait pu être condamné. Donc voilà, c'est toute la question de la prescription, et puis c'est surtout aussi le problème de l'emprise et de que représentent ces entraîneurs pour des jeunes patineuses pour qui l'entraîneur est tout. Comme le producteur pour une actrice. Voilà, exactement, c'est la même chose. Carrière. Tout à fait. Moi, je dis dans mon livre, de Pygmalion, ces gens-là passent à des personnes qui sont des prédateurs, de Pygmalion à prédateur.
Donc voilà, c'est un peu la Oui, ils difficulté. profitent de leur statut, ils Voilà. profitent de ce qu'ils peuvent faire pour, bien sûr. Voilà. Mais justement, au-delà de la prescription, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que vous n'avez pas rencontré, justement, peut-être la honte, on n'a pas envie d'en parler, on subit, mais justement, à qui on va en parler, comment on va nous regarder, l'opinion publique, le regard des autres. Alors bon, L'enfer, c'est les autres, disait. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un enfant commence à parler, il faut toujours le croire. Et Toujours. ça, l'entourage. Mais l'enfant d'ailleurs, ne peut pas mentir. alors, franchement. non, je dis pas du tout qu'il peut pas mentir. Ouais. Je dis qu'il faut l'entendre et il faut surtout pas se faire juge de sa parole. Quand c'est la voisine, la maman, la tante, enfin les voisins, tous ceux qui recueillent la première parole de l'enfant, ils ont d'ailleurs l'obligation d'en faire part au procureur de la République. Maintenant, c'est un délit si on ne le fait pas. Non-dénonciation d'infraction sur un enfant. C'est très important de le savoir. Vous voulez dire qu'on doit un enfant vous parle et vous dit voilà ce dont je suis victime, vous êtes obligé de relayer sa parole et d'aller le dire au procureur de la République. D'accord, ça c'est nouveau. Ou en tout cas à quelqu'un qui sera le relais pour... c'est récent, ça? Ah non, pas du tout, c'est absolument pas récent, c'est tout à fait ancien, simplement on n'en parle pas forcément. Oui, parce que... En revanche, les magistrats que nous sommes, de mon point de vue, ne doivent pas être sur le terrain du je crois ou de je te crois pas. Parce que ce n'est pas notre métier, ne nous met pas sur ce terrain-là. Hein. Dire à un enfant je te crois, c'est la même chose que de lui dire je te crois pas. Hein. Le devoir du juge, c'est de voir tous les éléments d'un dossier en perspective, dont la parole de l'enfant, qu'il faut écouter avec évidemment énormément de bienveillance et énormément de... Il faut lui permettre d'entendre sa parole. Je donne un exemple. Dans mon livre, effectivement, quand j'étais juge des enfants, j'ai entendu un enfant qui a voulu me parler qu'à moi, et avec ma greffière, Kevin, évidemment. qui avait 14 ans à l'époque, c'est ça? Il était un tout petit... Oui, c'est ça. Voilà, à peu près. Et qui a dénoncé des faits de viol qui étaient commis dans l'intrafamilial sur tous les enfants. Et lorsque cette affaire est arrivée à la cour d'assises, il y a eu un acquittement. Je ne dis heureusement que je n'ai pas dit à cet enfant je te crois parce qu'il aurait vécu ça comme une trahison. Et je ne dis pas non plus que je détenais la vérité. J'ai fait juste mon travail là où j'étais et là où la cour d'assises se trouvait, elle a estimé qu'il y avait un doute suffisant. C'est ça la justice aussi. Ça. Et le doute suffisant profite à l'accusé. Voilà. Ouais. Quand on est seul, on ne détient pas toute la vérité. La vérité judiciaire, c'est quand même une réalité qui n'est pas la vérité. Bien sûr, qui n'est pas la vérité des faits. Ça doit nous rendre un peu modestes. C'est-à-dire qu'il y a, une subjectivité, enfin une part de subjectivité. Non, même si vous avez... C'est surtout qu'on est à un endroit donné. Moi, j'étais juge des enfants. La cour d'assises a examiné d'autres éléments. Elle a estimé que, au regard de ces autres éléments, il y avait un doute. Je ne critique pas la décision de la cour d'assises. Je dis simplement que moi, en tant que juge, j'ai fait mon travail. J'avais un peu la conviction que l'enfant disait la vérité. Mais vous aviez cette conviction. Mais je n'ai jamais été dans le credo. Vous voyez, je te crois. Je pense que ce n'est pas notre terrain. Oui, mais alors comment arriver, parce que vous avez comment arriver, parce qu'on entend l'un et on entend l'autre. Alors ça m'intéresse que ça c'est votre métier de juge justement et de magistrat. Bon, chacun évidemment, et c'est dans toutes les affaires, a sa version. Moi c'est je défends évidemment ma peau, l'autre défend la sienne. Et est-ce que ce sont les faits? Qu'est-ce qui fait que la balance penche? Vraiment, c'est la mécanique, je demande. Qu'est-ce qui fait que la balance penche? Bon, quelquefois c'est évident, c'est clair, on a les faits, on sait. Quand c'est reconnu. Quand c'est reconnu, oui, quand c'est reconnu. Non, mais quand on a des preuves, enfin. Mais quand il y a le doute, justement, revenons au doute. Mais quand on a l'intime conviction, est-ce qu'il y a l'intime conviction? Vous savez, le côté beyond a reasonable doubt, l'intime conviction. Est-ce qu'elle l'emporte? L'intime conviction. Toujours. Toujours. Mais avant l'intime conviction, la mise en perspective de tous les éléments. D'accord. Et c'est cette mise en perspective qui est importante. Il faut la créer. Et dans un pays démocratique comme le nôtre, vraiment, on a une bonne justice de ce point de vue-là. Donc la mise en perspective de l'ensemble des éléments fait que vous avez la parole de l'enfant, la parole des témoins, la parole de la maman, d'autres éléments éventuellement. Dans tous les procès, et le procès de Mazan, ça sera la même chose, avec en plus des preuves, puisqu'on a des vidéos. Mais dans tous ces éléments, c'est la mise en perspective de tous les éléments qui créent ensuite la possibilité d'une intime conviction. C'est ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et en tout cas, on juge selon l'intime conviction. Oui. Enfin, ça reste quand même... Alors oui,
avec une petite limite, c'est que depuis un certain temps, les cours d'assises motivent leurs décisions, ce qui n'était pas le cas autrefois. Et le fait de motiver la décision vous oblige quand même à une démonstration intellectuelle. Vous savez, moi j'ai appris, avant de rédiger un jugement, on rédige un jugement pour le pour et un jugement pour le contre. Et le jugement qui va tenir la route, c'est celui que vous arrivez à motiver. Ouais. Voilà. Bon. Donc, je dis pas que ça se fait forcément de cette façon-là devant la cour d'assises, mais moi, c'est un petit peu la façon dont je procédais. Et aujourd'hui, on est obligé de motiver. On est obligé de motiver les D'accord. décisions de cour d'assises ou de cour criminelle, puisque là, c'est une cour criminelle, c'est des juges professionnels. Ils sont obligés de motiver leurs décisions. Oui. D'accord. Donc, c'est une intime conviction, mais quand même justifiée par un écrit qu'il va falloir défendre. Alors, je voudrais parler une question alors au juge des libertés et de la détention que vous avez été effectivement dans votre carrière riche. Souvent, on entend que dit, voyez, par exemple, tel, il a commis tel délit, tel crime. Là, je ne parle pas spécialement de viol, mais là, et que le juge de la liberté et de la détention. Et je voudrais vraiment avoir votre avis sincère. Vous avez fait vous avez été dans différentes cases de la magistrature. Et on dit, le juge de la liberté de la détention a décidé justement de le libérer parce que il y avait il n'y avait pas assez de charges. Enfin voilà. Est-ce que c'est normal qu'un juge de la liberté de la détention prenne tout seul cette décision ? Alors, vous posez la question de la collégialité éventuelle de ce juge-là. Voilà. Alors, je voulais savoir votre avis. Oui. Oh, j'ai pas trop d'avis sur la question, mais disons que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, toutes les décisions du juge de la détention, du juge des libertés et de la détention, qui effectivement est un juge tout seul, sont susceptibles d'appel. Et devant la cour d'appel, ce sont 3 juges. D'accord. Donc, si vous voulez, on n'a quand même pas trop de risques. Bien oui, sûr, oui. bien sûr. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, je pense que ce serait un peu une perte de temps de mettre de la collégialité en première instance puis en appel. Vous savez, on n'a déjà pas assez de juges pour juger, donc si. C'est vrai. Non, mais pourquoi alors là, je parle effectivement vraiment en ignorance de cause. On dit toujours, oui, mais tel, c'est le juge de la liberté qui lui a permis de ressortir et de récidiver. Vous savez, on entend ça oui. Très, 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 très souvent. Oui, ça arrive, oui. Mais ben oui, parce que tout le monde n'a pas le même regard sur le dossier. Et d'ailleurs, on a créé le juge des libertés et de la détention pour que le juge d'instruction ne soit pas tout puissant comme il était auparavant. Moi, j'ai connu l'époque, puisque je l'ai été, juge d'instruction, alors que c'était nous qui décidions du placement en détention provisoire ou pas. Donc, on a séparé. Et c'est une bonne chose de l'avoir séparé ? Oui, je pense. Vous qui avez été les deux. Oui, je pense. Je pense parce que le juge d'instruction, il est vraiment sur les investigations. Et le juge des libertés et des détentions, il est sur les libertés et la détention. Donc, la détention qui doit rester une exception et la liberté qui est le principe. D'accord. Donc c'est très très bien qu'on ait créé ce juge. On va continuer à parler du consentement après une petite pause. À tout de suite. Et bien entendu, si vous voulez poser une question ou si vous avez une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et Marie-Pierre Porchy, elle est dans tous ses états, parce que la justice doit être dans tous ses états, plutôt dans le bon sens, mais quelquefois, effectivement, on va pas parler de selon que vous serez puissant ou misérable, comme disait un certain Jean de La Fontaine, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, mais quand même, justement, on était dans cette question de consentement qui est au cœur de votre livre. Mais au fond, et on a parlé de tous ces moments féministes, on a parlé de MeToo, etc. Mais aujourd'hui, alors, s'il y avait à changer la loi ou l'améliorer, et la loi c'est quelque chose de vivant et la justice c'est quelque chose de vivant, et c'est tout à fait important que ça change. Alors, comment on pourrait mettre, je ne dis pas si on mettait le consentement ou pas, comment, à votre avis, vous seriez législateur aujourd'hui, vous seriez dans une commission pour changer la loi, enfin, avec des députés, etc., mettre un amendement ou un projet de loi, vous diriez quoi, Marie-Pierre Porchy, si on veut parler du consentement et du rôle que doit jouer ce consentement dans la justice ? Alors, actuellement, c'est vrai que beaucoup de mouvements féministes, et puis je crois que c'est peut-être l'opinion générale aussi qu'on constate actuellement, on a l'impression que mettre le terme consentement dans la loi, en plus de violence, contrainte, menace, surprise, ça pourrait être suffisant et tout changer. Je pense que ça ne changera pas grand-chose.
et que peut-être simplement, l'objectif étant quand même de faire diminuer ces classements sans suite massifs des procureurs de la République, peut-être que de mettre simplement le terme consentement, ça ne serait pas suffisant. Et en tout cas, faudrait-il aller au-delà, comme je l'ai dit tout à l'heure, à savoir étudier le contexte, plus que le consentement qui, je le disais tout à l'heure, se fait au moment des faits. L'étude du contexte permettra, à mon avis, des poursuites bien plus nombreuses. Et ce terme ne doit pas masquer la forêt, vous voyez. Et je pense que, de toute façon, la loi va changer. C'est quoi la forêt ? La forêt, précisément, c'est que, comme on voit les choses uniquement au moment des faits, que ce soit d'ailleurs la personne qui se prétend victime, l'auteur, hein, c'est-à-dire que c'est au moment de l'acte sexuel qu'on voit si effectivement il y a consentement ou pas. Ça peut être le contexte avant, le contexte antérieur qui prouve qu'effectivement elle ne peut pas avoir un consentement libre. Et d'ailleurs c'est exactement la même chose pour l'auteur on doit se situer au moment des faits. Hein. Donc le procureur général d'ailleurs l'a rappelé dans l'affaire de Mazan. C'est au moment des faits qu'on voit ça. Oui. Donc, je pense que ça ne changera pas grand-chose si on met que le terme consentement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le mettre. Hein. Je dis que si on le met, ça ne serait pas... Écoutez, alors moi, j'ai préparé un texte. Alors, je vous le lis. Lisez-le. Qu'est-ce que vous mettriez ? Alors, tout acte sexuel commis dans un contexte démontrant l'absence de volonté manifeste de participer à l'acte ou l'impossibilité de manifester un accord. Ça veut dire aussi que toutes les personnes qui sont alcoolisées, qu'elles s'alcoolisent elles-mêmes ou qu'on les fasse boire, ou les personnes qui sont sous médicaments, évidemment, ça ne peut pas du tout être un consentement, c'est évident. Là, de toute façon, la contrainte qui est dans la loi actuelle suffirait, parce que c'est une contrainte. Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi qui est applicable pour le procès de Mazan est suffisante. Et s'il y avait eu le terme consentement, ça ne changerait pas grand-chose au niveau des condamnations et au niveau des éléments de l'infraction. Oui, mais alors justement, est-ce que ce n'est pas valable pour tout le monde ? Parce que là aussi, vous introduisez, je vous écoute, mais je vais faire l'avocat non pas du diable, mais de la partie adverse. Oui, mais alcoolisé à quel degré ? Qu'est-ce que ça veut dire ? À quel degré ? C'est quoi l'alcoolisation modérée ou excessive, etc., etc., etc. Vous imaginez ? C'est-à-dire... C'est comment juger des choses très subjectives. Alors écoutez, Marie-Pierre Porcher. Mon texte serait clair, c'est l'impossibilité de manifester un accord. Donc suffisamment d'alcool ou de médicaments pour considérer qu'il n'est pas possible de manifester un accord quand une fille est très alcoolisée. Alors il faut dire aussi que si on fait un texte, c'est valable pour tout le monde et pas que pour les relations hétérosexuelles. Parce qu'il y a des viols chez les homosexuels. Et on doit évidemment créer un texte pour tout le monde. Donc mon texte pourrait vraiment concerner tout le monde. Oui, et valable pour les familles ou pour... je veux dire que ça se passe à l'intérieur de la famille ou à l'extérieur. Oui, enfin, sauf que ça pourrait pas du tout s'appliquer aux mineurs. Hein, on est bien d'accord. La loi de 2021 est largement suffisante. Oui, c'est-à-dire toute personne de moins de 15 ans. Là, on parle de consentement, donc de personnes majeures, ensemble. Et vous pensez aujourd'hui que cette notion-là, est-ce qu'il n'y a pas eu, pour terminer, on arrive en fin d'émission, est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'il n'y a pas eu d'excès de part et d'autre faux De quels excès vous parlez ? Je parle des excès de certains mouvements féministes qui ont peut-être un peu outrepassé... Alors, vous savez, moi dans mon livre, je dis qu'elles ont été très nécessaires, ces féministes-là. Et je ne dis pas qu'elles ont été inutiles. Simplement, souvent, il y a un certain féminisme qui essaie de convaincre les femmes. Et il faut aussi convaincre tous les hommes. Donc, c'est pas la moitié du monde qu'il faut convaincre. Et moi, je dis qu'il faut avoir une vision suffisamment universelle pour que les choses avancent. Eh bien, écoutez, donc je trouve qu'elles ont été très utiles, mais il faut aller un petit peu au-delà. Et bien que la justice soit universelle, merci Marie-Pierre Porcher. Je recommande votre livre, Consentement, les vérités du magistrat, aux éditions Mareuil. Lisez-le. Merci.